selon vous, le chiffre d'affaires, si on doit se fixer un objectif, il doit absolument couvrir quoi et pourquoi? Il doit au moins couvrir déjà toutes les charges liées à son entreprise. Alors, qu'est-ce que vous appelez des charges liées à son entreprise? Déjà, bon, si jamais on a des salariés, tout ce qui est salaire, si on produit les achats de marchandises, l'immobilier, toutes les charges fixes et les charges… Alors, oui, c'est intéressant ce que vous dites. Donc, vous parlez de charges fixes, donc des charges de fonctionnement. Ouais, de fonctionnement, plus… il y a aussi tout ce qui n'est pas fixe en charge courante. Les charges variables. Exactement, parce que les charges courantes, courantes, on va dire effectivement, c'est les charges de tous les jours. Et puis, on a ces fameuses charges variables, effectivement, qui sont importantes parce que plus je vais vendre, plus elles vont être là. Donc, j'ai deux tendances. J'ai une tendance, en fait, qui est un bloc, que je vende ou que je ne vende pas, j'ai des dépenses. Et puis, j'ai naturellement des postes qui vont grossir parce que je me développe. Alors, par rapport aux propositions, effectivement, si je peux ne pas réaliser, alors une autre personne nous propose cette définition, on peut ne pas réaliser un chiffre d'affaires suffisant et donc avoir un résultat négatif si par exemple ma marge n'est pas suffisante. Alors la marge, c'est intéressant, on va en reparler. Donc on reprendra le temps en fait de le définir parce que peut-être que tout le monde en fait ne maîtrise pas exactement de quoi il s'agit. Et puis on a bien sûr les charges fixes, charges variables, très bien. Donc vous avez déjà une première culture. Effectivement, pour que le chiffre d'affaires… Alors, attendez. Hop. Non. Ah oui. Donc, le chiffre d'affaires, il faut absolument qu'il soit suffisant. Pourquoi? Un, pour couvrir ce qu'on appelle les achats consommables. On a utilisé un autre terme, achat courant ou charge variable. Chacun y va en fait de sa définition. Ce qui est très important, c'est comprendre en fait que c'est quelque chose qui est mouvant, qui grandit, qui est finalement l'essence même de votre service. Parce que je fournis un service, j'ai cette consommation immédiate en fait de dépenses. Et puis à côté de ça, j'ai la coquille de mon activité, c'est-à-dire mon chiffre d'affaires doit être suffisant pour couvrir mes dépenses de fonctionnement. Mais pas que. Et on se rend compte que parfois, on peut avoir un chiffre d'affaires qu'on pense suffisant, qui nous semble satisfaisant. On se rend compte que le résultat fiscal, on en parlera un petit peu, est correct, sauf que mon solde bancaire il est toujours négatif. Pourquoi? Parce que j'ai tout un tas d'autres dépenses qui ne sont pas en fait dans la coquille habituelle de mon activité et qui sont mes besoins en trésorerie. Qui sont liés à quoi? Qui sont liés en fait tout simplement à mes remboursements d'emprunt, qui sont liés à ce qu'on appelle à mon besoin en fonds de roulement. Plus je vends, plus j'ai besoin d'argent. Et oui, pour vendre, il faut être riche. C'est un peu en fait ça qu'il faut retenir. C'est que vous faites en permanence le créancier, le banquier, pour les personnes à qui vous vendez. Alors, toutes les activités ne sont pas concernées par ce besoin en trésorerie, ce matelas pour pouvoir vendre, mais ça peut en fait être le cas. Donc, même si je fais un chiffre d'affaires qui me semble être satisfaisant, ça ne veut pas dire que pour autant, tout va bien dans le meilleur des mondes. Alors, comment faire? Déjà, il faut comprendre que 1 euro de chiffre d'affaires n'équivaut pas à 1 euro de bénéfice. Excusez-moi, est-ce que ça vous dérange en fait de mettre le chat au même endroit que les… Voilà, comme ça. Voilà, merci. 1 euro de chiffre d'affaires n'équivaut pas à 1 euro de bénéfice. Grosso modo, 1 euro payé par un client, ce n'est pas 1 euro de votre poche. Pas du tout. Et cela s'explique parce que vous avez tous dit, la nature des dépenses. Donc, on a deux types de dépenses. On a premièrement, il faut que vous regardiez. Voilà, super. On a deux types de dépenses. On a les charges variables. Alors, j'aimerais que vous trouviez par vous-même une définition qui vous permettrait de tout de suite qualifier ce que c'est une charge variable. C'est une charge du quotidien aussi. C'est une charge du quotidien, mais si je faisais une liste de choses, comment vous arriveriez rapidement à dire, bon, mon électricité, c'est du quotidien, mais c'est vrai ou pas? Alors que, je ne sais pas, mes déplacements de voiture, c'est du quotidien, mais est-ce que c'est variable ou pas? Qu'est-ce qui me permet de définir qu'une charge est variable, logiquement? Une charge, pardon, il y a une réponse sur la visio, une charge liée au niveau d'activité. Oui, effectivement, ça veut dire quelque cas, peut-être plus je vais vendre, plus elle va augmenter. Qu'est-ce que vous vouliez dire justement? Plus on travaille, plus on va générer des frais, et donc ça va augmenter. C'est ça. Et c'est très important que ça soit clair dans votre tête. Parce qu'une charge variable, grosso modo, comment en fait je l'identifie? C'est plus je vends, plus elle augmente. Donc, soit j'ai conscience de mon process de production ou de mon process en fait, de relation de service et j'arrive à définir ce qu'il me faut à chaque fois quand j'ai un client. Si je n'ai pas de client, je n'ai pas cette dépense. Si j'ai le client, j'ai cette dépense.
Et Annabelle nous dit une charge qui peut être réduite aussi. Et oui, il peut être réduite que si l'activité est réduite. Parce qu'elle peut être réduite pour d'autres raisons. J'ai réussi à négocier où je crée ce qu'on appelle des paliers de dépenses. Ce n'est pas forcément une charge variable. Mais la charge variable, c'est vraiment ça. C'est celle qui, elle fait partie inhérente de votre processus de production. C'est-à-dire que plus vous allez vendre, plus en fait vous allez devoir l'acheter. Donc c'est une charge variable. Quand en fait justement on veut définir des objectifs, on se rend compte que cette description de ces charges variables par rapport à des charges qui, elles, sont des charges inhérentes à l'activité, que je vende ou que je ne vende pas, elles sont là, c'est les fameuses charges fixes. Donc, par exemple, les charges fixes, donc les charges variables, on peut penser à quoi? Pour certains, c'est les achats de vêtements, bien que vous ne soyez pas en flux tendu. Pour d'autres, ça va être en fait peut-être de la pellicule, si vous êtes encore sur des argentiques. Pour d'autres, ça va être tout simplement des déplacements kilométriques, parce qu'on fait beaucoup de présentiel avec le client, donc plus genre de client, même si j'ai du temps de prospection, eh bien, j'ai forcément en fait du temps d'interface, et ce temps d'interface, ben, ça génère un coût parce que j'ai un client. Voilà, il faut en fait raisonner toutes ces choses-là. Mais ce qui fait que d'une activité à l'autre, chez quelqu'un, une charge peut être variable, alors que chez quelqu'un d'autre, elle peut être une charge fixe. Donc finalement, il n'y a pas de norme sur ça, c'est toujours variable, et ça, c'est toujours fixe. Pas forcément. Par exemple, dans certaines activités, on peut avoir l'électricité qui est fixe parce que je suis obligée de garder en fait mes machines sous tension en permanence, que je vende ou que je ne vende pas. Alors qu'une autre activité va se dire, ben moi, je ne fais fonctionner mes machines que si j'ai de la commande, donc de la clientèle, et ma consommation électrique, du coup, sera de ce fait variable. Donc, ce raisonnement, c'est à vous de l'avoir. Mais du coup, ma charge fixe, c'est l'inverse de ma charge variable. C'est si j'avais 0 client, qu'est-ce que de toute façon, j'exagère, mais qu'est-ce que de toute façon, il me faudrait assumer comme dépense? Alors, 0 client, ça ne veut pas dire 0 prospection. Et on peut considérer que la prospection, le temps inhérent pour avoir un client, fait partie des charges fixes. Parce qu'effectivement, je peux, en zone Covid, beaucoup se sont posé la question l'année dernière, si je faisais l'état des lieux de toutes mes charges, lesquelles je peux réduire, lesquelles je peux supprimer, lesquelles en fait sont incompressibles. Celles qui étaient incompressibles, vous étiez en plein dedans. C'était ces fameuses charges fixes. Celles qui étaient partiellement incompressibles, qui étaient réductibles, c'est probablement celles qui étaient liées à la prospection commerciale. J'avais plus de clients en face de moi, j'avais plus de prospection. Mais on ne peut pas dire en fait qu'en général, la prospection n'est pas un coût fixe. Moi, je vous invite à identifier un coût fixe de prospection, un coût fixe d'acquisition de clientèle. Ça peut être des cadeaux clients, ça peut être des déplacements, ça peut être en fait du temps gratuit, ça peut être tout un tas de choses, mais qui vous coûte et qui est indispensable à la réussite. Donc, ça fait partie d'un budget minimum. Donc, on va retrouver quoi là-dedans? Les locaux, l'assurance, l'expert comptable, peut-être les frais de communication, la maintenance informatique, les frais de domaine lorsqu'en fait on a un site internet. Bref, il peut y avoir plein de choses. Mais encore une fois, les charges fixes peuvent être fixes dans une activité et considérées comme variables dans une autre. À vous de vous poser la question en fonction de ces deux définitions. Est-ce que j'ai des charges qui, plus je vends, plus elles augmentent? Est-ce que j'ai des charges que je vends ou que je ne vends pas, elles n'augmentent pas? Alors, volontairement, je simplifie les choses. Forcément, concernant en fait les charges fixes, on prétend dire oui, mais forcément, si j'augmente en fait avec un salarié supplémentaire, ben, j'ai vendu plus, donc je passe un cran au niveau des charges fixes. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous, ça s'appelle le coût marginal. On ne va pas aller jusqu'à en fait ces règles mathématiques ensemble, mais grosso modo, effectivement, on va dire que les charges sont fixes jusqu'à un passage de certains paliers. Mais pour l'instant, on n'est pas en fait dans cette notion-là, parce que ça se fait trop compliqué en fait là dans cette démonstration de faire. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que là, par exemple, ce que vous devriez faire demain, c'est vous poser en fait sincèrement la question de l'identité de toutes vos charges. Déjà, bien identifier quelles sont toutes vos charges. Et ces charges-là, vous posez la question. Je les mets dans la catégorie variable ou je les mets dans la catégorie fixe. Encore une fois, ça c'est du bon sens. Et c'est vous qui êtes à la maîtrise de cette analyse de votre activité. Alors, juste un petit topo pour illustrer ce qu'on vient de dire. Effectivement, quand on fait du chiffre d'affaires, donc on a une masse d'argent qui arrive sur notre compte bancaire. Par contre, on a tout de suite aussi une masse d'argent qui est sortie. Peut-être même il est sorti avant qu'on fasse en fait la génération de ce chiffre d'affaires. Et bien la différence qui me reste sur mon chiffre d'affaires, une fois que j'ai enlevé ces consommables, c'est ce qu'on appelle la marge. C'est ce qu'il reste. Et ce qu'il reste va me permettre de couvrir tout le reste. Donc ça, c'est ma fameuse marge. Et ma fameuse marge, elle est super importante. Alors plutôt que de l'exprimer en valeur,
Voilà, dès que je fais 1 € de chiffre d'affaires, je fais 56 centimes. Ou par exemple, quand je regarde mon compte de résultat, au bout d'une année, je vois que mon expert comptable m'a sorti un compte de résultat sur lequel est mis en avant ce qu'on appelle ma marge brute. Et sur ma marge brute, j'ai une notion de valeur. Parfois, quand la valeur est belle, on est satisfait. Sauf que pouvoir comparer d'une année à l'autre, ce n'est pas toujours simple. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va la transformer en ratio. On va regarder pour 1 € de chiffre d'affaires, combien il me reste d'argent pour pouvoir couvrir le reste. C'est ce qu'on appelle le taux de marge. Pour avoir ce fameux taux de marge, on prend la marge. Donc, la marge, c'est quoi? Mon chiffre d'affaires moins tous ces achats variables, que je divise par mon chiffre d'affaires, tout simplement. Donc, grosso modo, c'est ce que je vous disais, une entreprise, par exemple, qui a 75% de marge, ça veut dire quoi? Quand elle vend pour 1 € de chiffre d'affaires, elle a immédiatement un coût de charge variable qui est enlevé, et sur ce qui lui reste, donc les 75 centimes, elle peut, à ce moment-là, commencer à mettre dans le petit cochon qui va lui permettre de couvrir ses dépenses incompressibles. Alors, pour illustrer cette notion du seuil de rentabilité, on va essayer de prendre un graphique. Vous avez une grosse masse, les charges fixes. Pour être honnête, si je devais faire quelque chose de beaucoup plus précis, je ferais des charges fixes en paliers. D'accord? Et après, avec un outil Excel, on arrive assez facilement à faire justement cette vision par palier. Vous voyez pas bien? Je demande ce qu'il y a derrière le chat. Ah, il n'y a rien, mais tout à l'heure, il va y avoir quelque chose. Ok. Donc, j'ai mes charges fixes. Mauvaise pioche, si là, on va y avoir des choses intéressantes. En fait, je pense que si vous le mettez là, il n'y aura jamais rien. D'accord, là-haut. Ça vous cache un peu le titre, Ouais. c'est pas grave. Donc, mes charges fixes. Qu'est-ce que j'ai comme charge fixe? J'ai une grosse masse. Donc, ça représente effectivement que dans le temps, peu importe le nombre d'euros de chiffre d'affaires que je réalise, ben voilà, j'ai cette somme. Je sais déjà que j'ai cette somme qui va sortir. À côté de ça, je fais une visualisation de mon chiffre d'affaires. Supposons que la courbe que l'on voit, c'est une courbe de chiffre d'affaires. À votre avis, est-ce qu'au moment où mes charges variables, mon chiffre d'affaires dépasse mes charges fixes, je fais de bénéfices ou pas? Donc la question, est-ce que vous pourriez cliquer? Pardon. Est-ce que là, à votre avis, c'est la zone de bénéfice? Pourquoi? Alors, on a quelqu'un qui dit non. Qu'est-ce que disent les gens en fait dans le chat? Et je vous laisse en fait chacun raisonner un peu votre réponse. Est-ce que oui ou non, cette zone de croisement va représenter enfin une zone de bénéfice? Qu'est-ce que disent les gens à distance? Alors, il y en a certains qui disent non. Il y a les autres charges. Qu'est-ce que vous auriez dit? Oui, il y a les charges variables. Oui, exactement. Il y a les charges variables. Donc, on est d'accord que ici, ce n'est pas le bénéfice. Et c'est là où souvent, on peut se tromper. En disant, voilà, moi, je vois bien la masse, du coup, je vois bien mon chiffre d'affaires, mais du coup, il y a incompréhension puisque derrière, je ne fais toujours pas de résultat. Effectivement, on a cette courbe de charge variable qui peut être très importante ou moins importante. Là, je l'ai fait de façon très importante. Du coup, où se situe en fait le bénéfice? À partir du moment où on a dépassé non seulement le paiement des charges fixes mensuelles, mais aussi ces fameuses charges variables. Donc la zone de bénéfice, elle n'est pas du tout là où on l'imaginait, elle est beaucoup plus petite que ce qu'on imaginait. Et donc, c'est pour ça que parfois, on peut avoir des bonnes ou belles surprises si on ne identifie pas assez bien ces grandes tendances, les tendances en fait de charges fixes par rapport à mes fameuses charges variables. Ce point d'équilibre, vous en avez tous entendu parler. Il y a plusieurs noms. Il s'appelle seuil de rentabilité, il s'appelle poids mort ou point mort, voilà, il peut y avoir plusieurs noms. Grosso modo, ça veut dire quoi? Ça veut dire j'ai un chiffre d'affaires minimum qui me permet d'être à zéro. Ça ne veut pas dire que je suis tranquille quand j'atteins ce chiffre d'affaires. C'est juste que, ça y est, je viens de sortir de la zone rouge. Je ne suis pas encore dans la zone verte, mais je suis sortie de la zone rouge. Donc, je suis parfaitement à l'équilibre. Grosso modo, si j'atteins ce chiffre d'affaires, j'ai sauvé les meubles. C'est pour ça que moi, je vous disais, dans ma vision technique, calcul, je vous apporte une vision minimum, mais bien sûr, il n'y a pas de maximum. Le maximum dépend de quoi? De la stratégie que vous souhaitez mettre en place, de la conquête d'un certain profil de client, de la capacité du marché à accueillir en quantité
vos ventes, mais en tout cas, vous savez quels sont en fait le plafond minimum à atteindre. Donc là-dessus, on a seulement 2 informations qui sont essentielles et nécessaires. 1, mes charges fixes, on l'a vu tout à l'heure. Et je vais me poser la question, ok, j'arrive à identifier mes charges fixes. Je me suis fait un budget. Je les ai en fait vraiment identifiées et valorisées. Et j'ai bien fait la différence entre mes charges fixes et mes charges variables. Du coup, je me pose la question, je vois bien ce qui va sortir. Et maintenant, je sais que quand je fais 1 € de chiffre d'affaires, il y a 50, 60, 70 centimes qui vont me permettre de couvrir ces charges fixes. Ben, le calcul, il est super simple. C'est mes totales de chiffre d'affaires, total de charges fixes, que je divise par quoi? Par mon taux de marge. Alors, bien sûr, ça implique que je sois en capacité d'évaluer mes charges fixes et ça implique que je sois en capacité de connaître mon taux de marge. Ça, c'est évident. Mais à partir du moment où on a ces 2 informations, charge fixe, normalement, c'est assez simple. On budgétise, on sait, on compare à l'année dernière, on met en place en fait les projets complémentaires. Qu'est-ce que je vais avoir en plus ou au moins cette année? Donc ça, généralement, c'est assez facile à faire. Le taux de marge. Le taux de marge, si on est une entreprise existante, la plupart du temps, il est sur votre document fourni par votre expert comptable. Si vous êtes en création d'entreprise, eh bien, c'est l'analyse de votre marché qui permet de dire, moi, à combien je vais vendre ma prestation et quel est le coût direct de ma prestation. Ce qu'on appelle le coût direct, c'est-à-dire les charges variables. De cette différence, j'en déduis ma marge et donc mon taux de marge. Mais on verra tout à l'heure qu'entre le taux de marge que l'on pense avoir et le taux de marge réel, on peut avoir des mauvaises surprises. Et ça, vous ne vous en rendrez compte que quand vous serez vraiment entrepreneur. Entre la théorie et la réalité, le taux de marge peut énormément varier. On va faire un exemple très concret pour vous montrer que oui, c'est facile, mais il ne faut pas tomber dans certains pièges. Donc, on va prendre l'exemple d'un restaurant épicerie fine. Alors, je suis désolée, j'avais fait cet exemple bien avant le Covid. Donc, voilà. Mais pour vous montrer comment un restaurant qui fait restaurant et en même temps épicerie fine va pouvoir se fixer des objectifs de chiffre d'affaires. On se rappelle que le calcul est très simple. D'un côté, j'ai mes charges fixes que je dois connaître, et de l'autre, je compare à mon taux de marge. Alors, pourquoi j'ai pris aussi cet exemple? C'est parce que souvent, dans le monde de la restauration, les taux de marge sont très facilement connus. Ça fait partie, en fait, des règles fondamentales dans ce métier. On sait très bien qu'un restaurant doit faire au minimum 66% de marge s'il veut être rentable. Grosso modo, ça veut dire quoi? Dans votre assiette, le prix est coupé en 3. Un tiers, en fait, pour la matière, un tiers, en fait, pour le savoir-faire, un tiers pour les charges fixes de fonctionnement, le service, etc. Et donc, la plupart du temps, les chefs, les commis de cuisine, conçoivent, en fait, leur menu en fonction de cette règle de 3. C'est-à-dire, si derrière, je veux, en fait, vendre mon prix, à combien, en fait, il faut que j'ai de matière intérieure maximum à ne pas dépasser, sinon tout le reste, forcément, s'enchaîne. Donc, c'est un exemple facile pour vous. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il y a des taux de marge qui sont connus par secteur d'activité. Vous pourriez très bien interroger le syndicat professionnel auquel vous appartenez ou regarder sur Internet s'il est possible d'accéder à des informations sur des entreprises qui sont à peu près similaires aux vôtres. Ça donne une information de est-ce que moi, dans ma façon de fonctionner, je peux m'améliorer ou pas, je suis au-dessus ou en dessous du secteur. Là, il se trouve qu'elle fait de l'épicerie fine. Donc, l'épicerie fine, c'est une activité d'achat-revente, ce qui fait que le taux de marge est beaucoup moins important que sur l'activité de restaurant, et ça va lui faire une marge moyenne plus basse que la moyenne du secteur. Toutefois, par rapport en fait aux comparaisons que l'on peut avoir sur des restaurants qui font justement, vous savez, qui restaurent un peu boutique, mettre en valeur ce qu'ils proposent en fait tous les midis, du vin, ça peut être en fait des confits, ça peut être des épices particulières. Généralement, le taux de marge que je vais vous présenter est bien le taux de marge qui est constaté sur le secteur. Alors, allons plus précisément. Elle a des charges fixes. Volontairement, j'ai pris des termes comptables parce que potentiellement, certains d'entre vous ont déjà des comptes de résultats et donc ne savent pas toujours à quoi ça correspond. Dans la famille des notions comptables, on a souvent des grands ensembles. L'un des grands ensembles, c'est ce qu'on appelle les charges externes. Les charges externes, c'est quoi? C'est le fait que vous fassiez appel à des prestations de services pour pouvoir compléter votre propre savoir-faire. Donc, on va retrouver votre loyer, on va retrouver l'expert comptable, l'assurance, on va retrouver les locations de matériel, on va retrouver le fait que vous faites appel à un peintre pour
aménager votre local, bref. Là-dedans sont rassemblés tout ce genre de dépenses. Il y a les impôts et taxes, grande famille aussi, dans le compte de résultat. Impôts et taxes, on ne parle pas de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur les sociétés. Hein. Dans les impôts et taxes, on a le taxe d'apprentissage, tout à fait, la formation professionnelle continue, mais on va voir par exemple ce qu'on appelle la CFE, la cotisation foncière des entreprises, et puis si vous dépassez un certain niveau de chiffre d'affaires, vous allez avoir aussi la CVAE. Et puis si vous avez un véhicule, c'est une taxe sur les véhicules de société, et si vous avez des camions, c'est les taxes à l'essieu, et puis si, voilà, il y a tout ça, je continue, je m'emballe. Mais en tout cas, c'est les impôts et taxes. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Pour une activité telle qu'une activité restaurant, forcément, elle a un peu de salaire, c'est un petit restaurant, donc elle n'a que 2 personnes, et pour l'instant, elle ne se rémunère pas. Et bien sûr, des charges financières. Et ces charges financières, ça correspond à quoi? Ça correspond uniquement aux intérêts d'emprunt. C'est-à-dire que là, dans la vision que je vous propose des choses, telle que vous avez le reflet sur ce qu'on appelle le compte de résultat, et bien souvent, vous cherchez votre remboursement d'emprunt, vous ne le trouvez pas. Pourquoi? Parce que dans le compte de résultat, on ne met pas en valeur le remboursement d'emprunt. On met en valeur autre chose qui s'appelle l'utilisation de vos investissements, autrement dit l'amortissement. Mais l'amortissement n'est pas forcément équivalent à votre montant d'emprunt. Donc voilà, supposons que cette entreprise a à peu près 130 000 € de charges fixes. Forcément, elle a la petite goutte là, la période Covid, heureusement qu'il y a eu des aides, mais elle pouvait se poser la question, comment je fais pour réussir à quand même payer les 130 000 qui de toute façon restent à ma charge, et qu'est-ce qu'il me faudrait pour avoir en fait un chiffre d'affaires adéquat. Elle sait, de par l'analyse de son activité, en ayant regardé soit les taux du secteur, soit la propre analyse de son projet dans le prévisionnel, soit parce qu'en fait, elle a déjà eu un compte de résultat, qu'elle avait fait 58% de marge l'année dernière. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que dès qu'elle vend 1 €, eh bien, elle a 58 centimes qui vont lui permettre de couvrir tout ça. On fait notre fameux calcul, charge fixe divisée par taux de marge, eh bien, elle, son objectif, il est de 225 000 €. On verra tout à l'heure qu'il est important de transcrire ces notions dans les notions opérationnelles. Parce que quand vous avez 225 000 €, autant dire que vous avez l'impression d'avoir en fait l'Everest à gravir, c'est décourageant, c'est super décourageant. Sauf que derrière, vous allez raisonner. Combien en fait, en moyenne, par exemple, on pourrait se dire, un restaurant, il sait à peu près combien les gens dépensent chez lui. 10 €, 15 €, 20 €, ça dépend du positionnement, ça dépend si je suis plutôt la clientèle de midi, du soir, clientèle ouvrière ou plutôt en fait cadre supérieur. Donc je sais combien dépensent les gens. Je m'amuse à ce moment-là à diviser de mes 225 000, si je divise par 10, à peu près, ça me fait combien de clients? Bon, là aussi ça fait peur, on est dans des milliers de clients. Du coup, comment je vais faire? À ce moment-là, en fait, de mes milliers de clients, c'est de me dire, en général, quel est le taux d'occupation de ma salle? Je me rends compte que je suis un taux d'occupation, j'ai par exemple 30 places, et tous les midis, je suis complète. Bon, ben, je vais raisonner en service alors. Donc, de mes milliers de clients, je divise par 30, puisque je sais que je peux en faire 30 par service. Donc, ça me donne le nombre de services. Donc, le nombre de services qu'il va falloir que je fasse. Et là, je me pose la question, est-ce que ce nombre de services correspond à mon nombre de jours d'ouverture? Et du coup, stratégie, est-ce que je dois doubler mes services? Est-ce qu'au contraire, en fait, ce chiffre est largement atteignable si j'ouvre un jour de plus? Ou est-ce qu'il faut que j'ouvre le soir? Ou est-ce qu'il faut que je fasse 2 services le midi? Bref, là, je commence à rentrer dans des notions opérationnelles. Mais tout part de cette notion, effectivement, de chiffre d'affaires. Alors, vous me direz, oui, mais dans ce raisonnement, qui dit ouverture plus tard le soir, dit forcément plus en fait de dépenses de chiffre d'affaires, puisque je vais avoir en fait des extras. Donc, pareil, je vais me poser les questions, qu'est-ce qui, à coût équivalent, me permettrait de faire le meilleur scénario? Donc, ensuite, on crée des scénarios. C'est tout à fait possible. Et ce qui est le plus important, vous voyez la simplicité du calcul, mais ce qu'il faut en faire derrière. Il faut absolument le transcrire dans des notions opérationnelles. Et ces notions opérationnelles elles sont propres à chacune de vos activités, donc c'est tout à fait accessible. Et là, je vais mettre par terre tout ce que je vous ai dit, parce que, attention, il y a un gros piège. Si vous vous arrêtez à ça, vous risquez de vous fixer les mauvais objectifs. À votre avis, dans cette analyse, qui était quand même simple, quel est le problème? Est-ce que certains d'entre vous ont déjà identifié un problème? Pour vous, pour l'instant, il n'y a pas de problème.
Non? Allez, je mets fin au suspense. Souvent, on fait une confusion et on identifie mal ces fameuses charges fixes par rapport aux charges variables. Si en fait, on fait, par exemple, dans le domaine du vêtement, j'achète des vêtements tant, voilà, mes charges variables, c'est uniquement les vêtements. Eh bien, on n'a pas identifié toutes les autres charges variables. Dans chacune de vos activités, si effectivement vous prenez chacun entre votre compte de résultat, sur votre compte de résultat, vous verrez une notion de marge, mais la plupart du temps, cette notion de marge se nourrit de codes comptables, donc de typologies de comptes, qui sont effectivement des comptes, par exemple, des achats de matières premières, ou des achats de marchandises, parfois un peu d'emballage, parfois un peu de transport, mais pas tous les autres qui sont classés dans des catégories de comptes qui sont plutôt dans la famille des charges externes. Mais en comptabilité, charges externes, on ne veut pas dire charges fixes. C'est juste que souvent, dans la logique, on dit, bon voilà, hop, il y en a qui sont en haut, qui c'est sûr varient, il y en a d'autres, il va falloir raisonner activité par activité. Et c'est à vous de faire en fait ce retravail pour faire le lien entre, ok, j'ai une version qui est comptable, qui a un but fiscal, mon compte de résultat a un but fiscal, pour que l'État puisse savoir quelles ont été mes performances et du coup, est-ce que j'ai payé de l'impôt ou pas. Mais ce n'est pas en fait un outil unique pour pouvoir piloter. Donc, il faut que je fasse des modifications là-dessus. Deuxième erreur à faire, c'est oublier de prendre toutes les dépenses de l'entreprise. Encore une fois, sur votre compte de résultat ou sur votre projet de prévisionnel, il n'y a pas tout. Qu'est-ce qui manque la plupart du temps? Les remboursements d'emprunt, on va en reparler. Qu'est-ce qui manque la plupart du temps? Ce fameux besoin en fonds de roulement. Cet argent dont j'ai besoin absolument pour être à l'équilibre. C'est-à-dire que même sans vendre, il me faut de l'argent. C'est dingue, j'ai besoin d'argent et on me demande d'avoir de l'argent, comment faire? Et bien, ça aussi, ça se prévoit. Donc, on va refaire l'exercice. Alors, cet exercice, on a vu tout à l'heure que l'objectif, c'était 225 000 €. Pourquoi? Parce qu'on avait identifié des charges fixes. Et on va s'intéresser particulièrement à ces fameuses charges externes. Donc, dans ces charges externes, qu'est-ce qu'il y a dedans? Toute une liste. De l'électricité, de l'eau, des carburants, ce qu'on appelle du petit équipement. Alors, le petit équipement, c'est génial, c'est un compte fourre-tout en comptabilité. Et dans chaque activité, vous allez avoir des choses très différentes. Dans le domaine de la restauration, par exemple, c'est là où vous allez retrouver les petites cuillères en bois, les petites serviettes, ce qu'on appelle le matériel CHR. Dans d'autres activités, vous allez retrouver le café pour les équipes, les plantes pour la décoration, le petit matériel, par exemple, dans le mode de l'artisanat, on va avoir des pelles, des pioches, des petits trucs qu'on ne va pas mettre en investissement, mais qui sont utiles à l'activité, donc on appelle ça le petit équipement. Donc, c'est rapidement des comptes qui peuvent venir gros. Mais comme en fait, il y a pas mal de choses qui sont à l'intérieur, il faut bien distinguer ce qu'il y a à l'intérieur. Vous pourriez très bien mettre en place une modalité de travail avec votre cabinet d'expertise comptable, ou ne serait-ce vous, quand vous faites votre propre comptabilité, qui est de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Ce compte petit équipement peut s'appeler petit équipement général et petit équipement activité. Donc, plus mon activité augmente, plus forcément, je vais avoir de la consommation, par exemple pour mon restaurant, de petites cuillères, de petites touillettes pour le café, ce genre de choses. Ça, c'est la charge variable. Sauf qu'elle est cachée dans un compte qui est général. Forcément, pour gagner du temps, on met tout dans le même compte, mais ce gain de temps, peut-être, ne vous apporte pas l'information que vous souhaitez. Et mettre en place une distinction simple des deux activités, c'est super simple. Et c'est d'autant plus simple que généralement, les factures, elles passent d'abord par vous, avant d'être transmises à quelqu'un. Vous pourriez très bien faire cet exercice avant de transmettre les éléments à votre cabinet d'expertise comptable, de dire, tu vois, sur cette facture, je sais que c'est du petit équipement, mais moi, je vais te dire de quoi il s'agit. Il y a tant, c'est pour, effectivement, du tout venant. Donc, même si je n'avais pas plus de clients, j'aurais de toute façon acheté ma chaise. Et ma chaise à 10 €, je ne l'immobilise pas. Je ne considère pas ça un investissement, c'est un petit équipement. Par contre, ce que j'achète en permanence, ça, c'est vraiment utile à l'activité. C'est essentiel à l'activité, et plus j'en vends, plus elle est là. Donc, je mets, hop, un autre compte, qui s'appelle aussi petit équipement, mais qui va avoir un autre libellé. Et comme ça, demain, je peux le suivre précisément et voir s'il va dans le même sens que, en fait, mon activité. Bref, on les passe tous en revue. Il y en a plein. Là, ce n'est qu'une liste non exhaustive des différentes possibilités de ce qu'on appelle charge externe. Mais beaucoup, vous allez vous retrouver dedans. Alors du coup, je ne sais pas si tout le monde voit bien. Je pense que ceux en fait, qui sont dans l'ordinateur voient mieux la liste que ceux qui sont à distance.
Ben, je vais vous demander, vous posez la question, pour un restaurant, à votre avis, qu'est-ce qui est variable et qu'est-ce qui est fixe? Est-ce que pour vous, pour un restaurant, l'électricité, c'est variable ou fixe? C'est variable. Alors maintenant, on va osciller comme ça. On va mettre des points, tiens. Tiens, un point en fait pour le présentiel qui a dit que l'électricité, c'était variable. Alors pour les distanciels, est-ce que pour vous, l'eau, c'est variable ou fixe? Très bien. Donc on a une proposition qui est variable. On est d'accord. Alors les jusqu'au boutistes, on appelle les contrôleurs de gestion, vous n'avez pas encore la possibilité d'avoir accès à ce genre de savoir-faire. Ils vont dire, oui, mais attendez, l'eau, il y a de l'abonnement. Donc, de toute façon, même si tu n'as pas de client, tu as ça. Et puis, de toute façon, pour des raisons d'hygiène, tu es obligé, en fait, quand même de faire l'entretien de ton lieu, que tu aies un client ou 10 clients. Donc, quand même, on peut aller jusque-là. Dans un petit restaurant, dans une TPE, on va être plus manichéen. C'est blanc ou noir. Voilà. Donc, oui, c'est variable. Le carburant. Allez, pour les personnes qui sont avec moi. Carburant, variable ou fixe? En fait, ça serait plus fixe quelque part. Ouais. Si c'est un restaurant, il faut simplement aller chercher tous les jours. Les livraisons. Elle peut aller chez le fournisseur plusieurs fois. Alors, effectivement, donc en fait, il faut qualifier ça. Ça dépend de son activité. Donc, le débat qui est en train d'avoir, donc on voit que tout le monde n'est pas forcément d'accord sur cette histoire de charge fixe ou charge variable, mais c'est intéressant de dire finalement qu'est-ce que moi je vais décider. On est d'accord, on peut très bien considérer qu'un restaurant qui vient acheter en fait pour, je sais pas moi, 1 kilo de patates ou 100 kilos de patates, il fera le même déplacement. Donc on pourrait considérer que potentiellement c'est fixe. Sauf qu'effectivement, comme disait une autre personne, oui, mais supposons qu'il y ait un surcroît d'activité, du coup, il fasse plusieurs allers-retours, et bien là, il y a une partie qui est variable. Vous avez tout à fait la possibilité, là, je vous disais d'être manichéen, comme ça, en fait, ça nous permet vraiment de clarifier les choses, vous avez tout à fait la possibilité de dire, j'en mets 50% fixe, parce que ça, de toute façon, je ne les ai pas de cette façon par arriver, et je sais qu'il y a une partie qui est variable. Vous pouvez aller jusque-là. Pour les personnes qui sont à distance. Alors, le petit équipement, je vous ai donné la réponse tout à l'heure. Le petit équipement, pour vous, c'est variable ou c'est fixe? Très bien. Effectivement, c'est variable. Alors, pareil, il y a peut-être une partie qui est fixe. Par exemple, c'est dans le petit équipement qu'on va mettre les coûts liés à la décoration. Par exemple, quand on va faire une mise en scène de la vitrine pour Pâques, Noël, etc. C'est considéré comme en fait une dépense de petit équipement. Par contre, c'est fixe. On espère avoir de la clientèle avec ça, mais c'est pas parce qu'on a eu plus de clientèle qu'on a fait ça. Et c'est pas parce qu'on a plus de clientèle que ce coût va augmenter. Donc, en fait, dans ce compte-là, il y a souvent en fait deux typologies en fait de charges. Ensuite, le loyer, fixe ou variable? Fixe, bien sûr. Le loyer, bien sûr, on aimerait que ça soit variable. Mais c'est fixe, c'est pas que. Hein. Parce que si on fait beaucoup de chiffre d'affaires, on n'a pas envie que ça soit variable non plus. Donc, a priori, c'est fixe. Alors, la location du terminal carte bancaire, fixe ou variable pour les personnes qui sont à distance? Peut-être que vous avez déjà répondu. Oui, je crois que vous avez répondu sur le loyer. Ok, très bien. Fixe pour effectivement ce terminal carte bancaire. Bon, après, on va les passer en revue. Mais du coup, j'ai posé la question. Le terminal carte bancaire est fixe. Mais les commissions de carte bancaire, tout à fait, les commissions de carte bancaire sont variables. Alors là, coup de bol. En comptabilité, généralement, on ne mélange pas des choux et des carottes. Donc, en fait, on a vraiment distingué les deux typologies. Alors que dans d'autres éléments, sont considérés comme appartenant à la même famille, alors qu'ils n'ont pas la même logique. Qu'au sein en fait, d'un même compte, on peut avoir des dépenses qui sont fixes et variables. Bon, faisons en fait un peu la synthèse de tout ça. Grosso modo, moi, j'ai identifié comme ça rapidement un certain nombre de charges variables. J'y ai mis quoi? J'y ai mis aussi les entretiens du matériel d'exploitation. C'est quoi ce titre? Entretien la réparation de matériel d'exploitation, c'est grosso modo l'entretien des fours. Le passage en fait des certifications électriques est sûr qu'en fait on est aux normes. Pour moi, plus on va utiliser les fours, les plaques et le matériel, plus le matériel va s'user, donc plus potentiellement ce poste va augmenter. J'ai été manichéenne, j'ai dit hop, c'est du variable. Alors on peut très bien dire, bah oui, mais de toute façon, on a quand même du fixe là-dedans parce qu'on est obligé de faire des réparations régulières, même si on n'utilise pas, on n'use pas en fait la machine, elle a besoin d'être entretenue. Il y a débat en fonction des activités. Et puis j'ai mis le transport sur achat. Alors là, ça c'est sûr, plus j'achète, forcément,
plus en fait je vais payer. Et typiquement, ce transport sur achat, c'est une dérive de la façon dont on fonctionne en comptabilité. Pour moi, ce transport sur achat devrait être dans la marge. Voilà. Sauf qu'on a souvent, dans la façon d'interpréter les factures lorsqu'on a la saisie comptable, quand on voit la notion frais de port, qui n'est pas forcément intégrée au prix de vente, qui est distinguée, surtout qu'on est sur des taux de TVA différents. Par exemple, on peut acheter de la matière à 5,5% de TVA. Et puis en fait, c'est une personne en fait, qui demande à être admise, Carmen. Il faut cliquer sur admettre. Voilà. Et par contre, le frais de port, lui, va être à 20%. Donc, pareil, la logique veut qu'on les mette pas au même endroit, donc on les met dans deux comptes différents. Or, en termes de gestion, c'est intrinsèquement lié à votre activité, c'est intrinsèquement lié à vos achats, et pourtant, ils ne sont pas au même endroit. Donc, ce fameux taux de marge qu'on vous donne en comptabilité, il est à retravailler. Avec le bon sens que vous mettez dans l'analyse de votre activité et l'identification de ces charges variables. Alors, mais est-ce que vraiment tout ça, c'est essentiel? On va juste voir que potentiellement, on peut se tromper du coup sur l'objectif et dire « Ouais, j'ai atteint mon objectif », et dire « Je ne comprends pas, j'ai toujours un problème sur mon compte bancaire ». Pourquoi? Là, on a vu qu'il y avait à peu près 13 000 € de charges qui finalement n'étaient pas fixes, mais variables. Donc, ça veut dire, ça me permet de diminuer mes charges fixes. Mais en contrepartie, ça diminue aussi mon taux de marge. Au lieu de passer à 58, finalement, quand je fais 1 € de chiffre d'affaires, je n'ai que 51 centimes pour pouvoir payer mes charges fixes. Conséquence, je refais mon petit calcul, j'en arrive où? J'en arrive à 230 000 €. Bon, ben, c'est 5 000 € qu'il me faut en plus. Alors, on dira, qu'est-ce que c'est 5 000 €? Ouais, mais quand vous n'avez pas 5 000 €, c'est 5 000 €. Donc, c'est important. Et si on va encore plus loin, ce seuil de rentabilité, on a vu, il s'agit de ce montant minimum pour couvrir ce qu'on appelle les charges liées à l'activité. On va dire que c'est le minimum. Mais on n'est fiscalement ni bénéfice ni perte. Ça ne veut pas dire que notre compte bancaire n'a pas souffert. Et pourquoi? Parce qu'on a uniquement pris les charges fixes par rapport au taux de marge. Alors, même si derrière on a corrigé ce taux de marge, on a encore oublié quelque chose. Et c'est cette fameuse notion de dépenses complémentaires. Est-ce que jusque-là, c'est clair pour tout le monde? Oui? C'est bon? Pardon? Je n'ouvrirai pas un restaurant. Alors, ça peut faire peur, mais pas tant que ça. Hein. Ça concerne, pour vous dire, un petit restaurant, c'est un cas réel. C'est un petit restaurant qui est ouvert uniquement le midi, grand luxe, et que la semaine. Et il les atteint. Au début, il ne les atteignait pas parce qu'il s'était trompé sur la façon de concevoir ses menus. Il avait été trop généreux, donc pas assez de marge, pourtant des charges fixes déjà présentes. Et effectivement, il n'atteignait pas son chiffre d'affaires qu'il atteignait, ne lui permettait pas d'être rentable. Donc, il a corrigé autre chose. Et pour les personnes qui sont à distance, est-ce que tout est clair pour vous ou il y a un point que vous aimeriez qu'on éclaircisse? N'hésitez pas en fait à le dire dans le chat ou à ouvrir votre micro pour l'exprimer. Pouvoir allumer au micro. Ouais. Donc Stéphanie nous dit que c'est bon. Pour les autres. Alors, Isabelle nous dit moyen. Isabelle, ouvrez votre micro et expliquez-nous ce qui, pour l'instant, vous semble compris et ce qui vous semble, au contraire, flou. En fait, je crois que c'est la notion de taux de marge que je n'ai pas tout à fait compris parce que je croyais que le taux de marge, c'était pour payer toutes les charges variables. Alors, le taux de marge, c'est celui qui exprime ce qui me reste comme argent une fois que j'ai payé toutes les charges variables. Ce taux de marge, c'est vous concernant, par exemple, dans les prestations de jeunes que vous allez proposer. Vous allez peut-être faire payer des forfaits à la journée, à la semaine, j'en sais rien. Et votre charge variable, c'est quoi? Votre charge variable, ça veut peut-être être les frais d'électricité et d'eau, parce que peut-être que vous allez loger les personnes. Oui. Plus ils vont être présents, plus je vais avoir de ça. Du coup, à combien je les évalue? Je dis n'importe quoi. Sur une semaine à 600 €, qu'est-ce que ça représente? Et puis à côté de ça, j'ai quoi comme autre dépense? Bon, au niveau alimentaire, pas grand-chose, parce qu'ils ne mangent pas grand-chose, mais j'ai quand même peut-être des jus de fruits, j'ai quand même peut-être des petites choses comme ça. J'ai peut-être, tiens, je leur fais un petit panier d'accueil
Donc, en fait, il y a peut-être des petits produits d'hygiène. Voilà, tout ça, c'est vos charges variables. Du coup, comme vous faites pour 500 € ou 600 € la semaine, et que vous enlevez tous ces coûts, qu'est-ce qui vous reste? Et ce qui vous reste, vous le comparez à votre prix à la semaine, et ça va vous donner votre taux de marge. Dans votre activité, votre taux de marge va être très haut. Mais vous avez aussi des charges fixes qui sont très importantes, puisque le but pour vous, c'est de rentabiliser, j'imagine, un lieu de vie, plus obtenir une rémunération. Donc, le taux de marge, comme je vous dis, peut être très variable d'une activité à une autre. Il ne faut pas se comparer. Par contre, il faut se comparer par rapport à son activité. Il y a d'autres personnes qui, comme vous, pratiquent des activités de prestation de services, de conseils ou ce genre de choses. Ce sont généralement des taux de marge qui avoisinent les 90%. Dans votre cas, on doit être peut-être même un petit peu au-dessus. Et donc, c'est intéressant de voir, tiens, qu'est-ce qui se pratique dans le secteur? Moi, quand je fais mon calcul, j'arrive à combien? Du coup, si je suis largement au-dessus, est-ce que ça ne veut pas dire que j'ai oublié des dépenses ou non? Eh bien, moi, j'ai un modèle économique qui fait que mon taux de marge est plus important. Est-ce que déjà, ça répond mieux à vos interrogations, Isabelle? Donc, le taux de marge, ça concerne les charges fixes. Non. J'ai rien compris alors. Ouais, j'ai rien compris. Alors, Pas grave, je vais faire perdre du temps aux autres. non, mais si, c'est important parce que peut-être que vous exprimez une incompréhension et que d'autres n'osent pas le faire. Mon taux de marge, c'est vraiment l'argent qui me reste une fois que j'ai payé mes charges variables. Reprenez l'exemple que je vous ai donné. Oui, une fois que le taux de marge, c'est ce qui me reste une fois que j'ai payé mes charges variables, donc ça correspond bien à mes charges fixes. Alors, Avec comme ce qui c'est un reste, je dois taux, payer mon fixe. alors c'est un taux. Donc, ça me donne pour 1 € Oui. combien j'ai pour payer mes charges fixes. Donc, il faut que je multiplie Oui, ça. ok, donc j'ai compris. Ok, super. C'est parfait. Alors, on continue. On corse un petit peu les choses. Alors, comment on va les corser? On va les corser juste en étant prévoyants. C'est-à-dire, on est tous d'accord sur ces charges fixes. J'ai besoin d'un loyer, j'ai peut-être besoin d'une assurance pour ma voiture, j'ai besoin de passer du temps en prospérité. Donc, de toute façon, j'ai des kilomètres à faire, du carburant à dépenser ou des indemnités kilométriques en fonction de la typologie fiscale donc, vous trouvez. Donc, j'ai ces charges fixes. OK. Sauf que ce n'est pas ça, ce n'est pas uniquement ça que je vais dépenser. Qu'est-ce que vous dépensez en plus pour pouvoir, en fait, vraiment fonctionner? Faites-moi des propositions. J'en ai dit quand même pas mal de choses. Donc, ça doit, à mon sens, ça va vite venir. La publicité. La publicité, on va dire que par défaut, c'est dans les charges fixes. Autre que les charges de fonctionnement, que je utilise vraiment en fait sur mon activité. Qu'est-ce que j'ai besoin en plus comme dépense pour pouvoir fonctionner? Tous les systèmes de communication. Ouais, je pensais à un salon ou si on est invité quelque part en fait pour parler de soi. D'accord, donc ça c'est des budgets exceptionnels qu'il faut en fait penser. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Est-ce que certains d'entre vous ont fait des emprunts pour acheter des machines? Voilà. Le remboursement de votre emprunt, ce n'est pas quelque chose d'important qu'il faut absolument couvrir. Et quand vous faites 0 de bénéfices, ça ne veut pas dire que vous avez couvert l'emprunt. Même si vous faites 10 de bénéfices ou 10 000 de bénéfices, ça ne veut pas dire que vous êtes en capacité de payer votre emprunt. Pourquoi? Parce que le bénéfice net, le résultat net qui est présent sur votre compte de résultat, c'est un bénéfice fiscal. Donc, c'est une méthodologie qui permet de dire, bon, mais grosso modo, est-ce qu'on considère que l'entreprise est en performance, donc on l'a fait payer, ou n'était pas en performance, on ne la fait pas payer. Mais cette performance, c'est la définition de la loi. Ce n'est pas la définition de votre gestion. Donc, il me manque quoi? Il me manque les remboursements d'emprunt. Donc, je les rajoute. Et ça, je le sais à l'avance. J'ai ce qu'on appelle mon tableau d'échéancier, même ce qu'on appelle mon tableau d'amortissement. Je le sais longtemps à l'avance. Très bien. On l'a vu, Virginie le disait, je peux avoir des projets exceptionnels. Donc, il faut que je les rajoute. Alors, moi, je vous dirais, quand on est dans une phase de budgétisation, on l'intègre à ces charges fixes de l'année dernière, plus celles que l'on souhaite faire cette année. Donc, moi, par défaut, j'aurais mis ça dans les charges fixes. Mais imaginons que vous ne mettez pas dans les charges fixes et vous vouliez dire, tiens, je veux pouvoir évaluer si je peux me le permettre. Très bien, donc je rajoute les projets. Donc là, je dis par exemple, imaginez que vous avez des salariés. Je vais mettre un salarié en plus. C'est ce que en fait, vous évoquiez tout à l'heure. Il n'y a plus de votre prénom. Ou alors même,
je veux valoriser mon propre travail ou le travail des salariés et imaginer des primes ou des augmentations de salaire. Si je rajoute ça dans la balance, qu'est-ce que ça fait en termes d'objectifs? Et je continue. Je peux aussi avoir des petits investissements. Des petits investissements qui, du fait de leur somme, je ne vais pas être aidé par la banque. Donc, c'est à moi de générer la trésorerie pour le faire. Ça peut être des investissements en communication, parce que je vais faire des salons. Ça peut être la création d'un site internet où je sais qu'il va falloir que je mette de l'argent sur la table pour avoir quelque chose en fait d'intéressant. Ça peut être tout simplement acheter, revoir le mobilier là, de ma salle de réunion et je ne vais pas en fait faire appel à la banque pour ça, qui me dire trop petit, vous vous débrouillez quoi. Par exemple, ça peut être ça. Et le fameux besoin en fonds de roulement. Alors, est-ce que certains d'entre vous seraient capables de me dire finalement s'ils savent ce que c'est le besoin en fonds de roulement? Parce que ça, c'est le nerf de la guerre. Je dirais que c'est l'argent qui sert à payer pour l'activité avant d'être payé par les clients. Tout à fait. Est-ce que les personnes qui sont investisseurs ont bien entendu en fait la proposition qui a été faite? Je la récapitule. C'est l'argent que l'on a besoin en attendant d'être payé par les clients. C'est un peu résumé, c'est pas tout à fait ça que vous avez dit. Par exemple, moi qui fais des tirages, en fait, je dois les payer avant de pouvoir les livrer au... Tout à fait. Et je vais même aller beaucoup plus loin. Et vous allez voir que cette histoire de besoin en fonds de roulement, elle peut être même aggravée par votre propre mode de fonctionnement. Je m'explique. Vous avez par exemple, là, Virginie, vous parlez de tirage. Mais imaginons que quelqu'un faisait la production. Typiquement, tout à l'heure, je reprends en fait les vêtements ou même l'alimentaire. J'achète avant d'avoir vendu. Mais j'achète, ensuite je transforme, ensuite je vends. Ce n'est qu'à ce stade-là qu'a priori, je peux percevoir de l'argent. Encore faut-il que je facture. Délai entre le temps de la vente et le temps de la facturation. Ça, je sais que certains rigolent, mais c'est une réalité. Il peut se passer facilement une semaine, 2 semaines, et plus je produis, moins j'attends la facturation. Alors que je dirais votre priorité, c'est la facturation. À quoi ça sert de vendre si vous récupérez pas l'argent? Très, très important. Donc, on a déjà ce delta. Et puis, en plus, là-dessus, on octroie à ses clients des délais de paiement. On est vraiment sympa, sachant qu'on a déjà mis à peu près 10 à 15 jours pour faire la facture. Donc, là-dessus, hop, il peut se passer, soit on est un règlement à la facture, soit en fait on est à 30 jours, soit bon, peu importe. Au bout de 30 jours, nous voilà avec, normalement, la date d'échéance. Ah, mais mon client, il ne paye pas tout de suite. Parce que lui, il attend la date d'échéance pour dire qu'il va payer. Donc, il va se passer 4, 5, voire 6 jours avant que l'argent soit, par magie, sur notre compte. Sauf si nous envoyons un chèque. À ce moment-là, ce chèque, on le réceptionne. Et le temps que nous, on s'organise pour pouvoir le mettre à la banque, eh bien, il se passe encore en fait 4 jours. Qui elle-même va mettre 4 jours pour me payer. Si on fait l'état des lieux, vous vous rendez compte que le manque à gagner, il est énorme. Alors, ce n'est pas un manque à gagner, mais l'argent, il est dehors avant d'être chez vous. Et ça, comme il s'est passé 2 mois, eh bien, tous les jours, vous allez continuer ce schéma. Donc, tous les jours, ce besoin d'argent qui était dehors, alors que derrière, les charges fixes continuent, alors que derrière, votre nécessité d'acheter pour pouvoir vendre continue, et vous voyez que ça gonfle. C'est ça qu'on appelle le besoin en fonds de roulement. Heureusement, vous jouez le même jeu avec vos fournisseurs. Je vais attendre un petit peu avant de les payer. Et puis l'État aussi est sympa, l'État aussi fonctionne comme ça. Votre TVA, vous ne la payez pas tout de suite. Vous la payez peut-être entre 19 et 24 jours après le mois où vous avez récolté les choses. Les salaires, c'est pareil. Les salaires, vous les payez a posteriori du moment où les personnes ont participé à l'activité. Donc tout ça mis bout à bout, ça peut parfois s'équilibrer. Je dis ça peut parfois s'équilibrer. Mais généralement, et je vous souhaite que vos clients vous doivent plus d'argent que vous devez d'argent à votre fournisseur. C'est ce qu'il faut avoir obligatoirement. C'est ça. Mais le calculer est important. En prendre conscience est important. Parfois, moi, j'accompagne des chefs d'entreprise qui me disent je suis super content, hein, j'ai 200 000 € sur mes comptes bancaires. Là, je pensais que je peux en faire des gros investissements parce que je ne vois pas l'intérêt de. En fait, je dis attendez, on va calculer. Vous avez une moyenne de 60 jours de délai de paiement de vos clients. Et à côté de ça, comme vous pensez avoir de la trésorerie, vous avez en fait à peu près une moyenne de règlement fournisseur à 17 jours. Et quand on fait le calcul, vous pouvez mettre à la rigueur 50 000 € de côté, vous en faites ce que vous voulez, mais 150 000, il reste sur votre compte. Hein. C'est à n'importe quel moment. Vous êtes vraiment en permanence en ayant besoin de ce fonds de trésorerie. Alors, ce fonds de trésorerie, si on est au démarrage, il faut vraiment le constituer tel quel.
l'évaluer et le constituer. Parce qu'à un moment donné, sinon vous êtes dans le rouge. Et si on a un démarrage d'activité, eh ben, quel est le point sur lequel la banque ne prête pas? C'est typiquement là-dessus. Et pour elle, c'est une façon d'évaluer votre capacité à gérer. Là, vous êtes vraiment gestionnaire. Ce n'est pas normal que vous soyez dans le rouge à cause de ce besoin de fonds de roulement. Voilà, ça arrive. Mais pour une banque, pour elle, ce n'est pas normal. Donc, elle ne prête pas. Donc, elle ne fait pas de découvert. Et tout de suite, vous êtes sanctionné. Quand vous êtes déjà une activité existante et que vous allez progresser, on va dire que vous avez déjà un premier matelas. La question est de savoir est-ce que ce matelas est suffisant ou pas. Et s'il n'est pas suffisant, de combien je l'augmente? Donc, qu'est-ce que j'attends de mon activité? J'attends que, peut-être cette année, j'arrive à mettre 20, 30 000, 40 000 euros de côté, ou 5, 10, 15 000 euros de côté, tout dépend de mon activité. C'est pareil, il faut que je le mette, en fait, dans mes objectifs. Comme si c'était une dépense qu'il fallait absolument que je génère cette année. Mis bout à bout, toutes ces dépenses, etc., puisqu'on peut voir, en fait, je n'ai pas cité les dividendes, je n'ai pas cité en fait le chef d'entreprise qui aimerait mettre en place ce qu'on appelle un plan d'épargne d'entreprise. On peut avoir plein de projets. Du coup, on les budgétise. Tout ça, ça me représente mes dépenses à assurer. Je ne suis plus uniquement dans la notion de charge fixe, je suis vraiment dans les notions de dépenses. Et ces dépenses, si je veux vraiment me donner le bon objectif de chiffre d'affaires, c'est ces dépenses, donc les charges fixes plus tout le reste, toujours divisé par la même chose, ce que je suis en capacité de gagner dès que je vends 1 euro de chiffre d'affaires, donc mon taux de marge. Et là, ça me donne le chiffre d'affaires où j'ai enfin tout payé. L'autre, j'étais à l'équilibre fiscal. Je ne paye pas d'impôt sur les sociétés ou le revenu. Là, je suis à l'équilibre financier. J'ai tout payé. Mes salaires, mes objectifs, mes projets, mes remboursements d'emprunt, j'ai mis de l'argent de côté. Voilà, j'ai le bon objectif. Et là, Virginie, je vais vous faire très peur. Et là, vraiment, vous ne voulez plus du tout ouvrir de restaurant, puisqu'on va revoir l'exercice qu'on a vu tout à l'heure. Il y avait une question de Stéphanie. Donc, dans le prévisionnel, il faut inclure le fonds de roulement. Alors, le fonds de roulement, qui posait la question pendant Stéphanie? Stéphanie, il faut que vous le mettiez dans le plan de financement. Dans votre plan de financement, il va falloir que vous identifiez toutes les ressources dont vous disposez. Donc, les ressources, ça peut être vos apports personnels, mais ça peut être aussi le résultat de l'entreprise. Le résultat d'entreprise va être suffisamment important pour pouvoir couvrir ce besoin en fonds de roulement. En termes de présentation comptable, on ne le met pas dans le prévisionnel, mais on le met dans le plan de financement. Par contre, vous voulez en fait calculer quel est le niveau de chiffre d'affaires qui me permettrait justement non seulement d'avoir couvert toutes vos charges de fonctionnement, et aussi cet objectif de générer suffisamment de trésorerie pour avoir ce besoin en fonds de roulement, eh bien, vous faites ce petit calcul dont on a parlé. Mais en termes de présentation, vous mettrez ça dans 2 documents différents. Donc, on reprend en fait l'exemple de notre restaurant. Et pour vous montrer encore une fois que parfois, on peut se tromper sur la définition des objectifs. Notre restaurant, on a vu déjà qu'on avait réussi à réévaluer son objectif de chiffre d'affaires en passant à 5 000 euros. Maintenant, si je rajoute ce qu'on n'a pas mis, les remboursements d'emprunt, la rémunération du dirigeant, parce qu'il ne se rémunérait pas beaucoup et maintenant, il aimerait bien pouvoir en vivre. Il a un projet d'investissement futur qui est beaucoup plus important que 10 000 euros. Sauf que la banque, pour lui dire oui pour son projet, va lui dire prouve-moi déjà que ton activité est capable de me rembourser ce que tu devras me rembourser chaque année. Il a évalué ça à peu près à 10 000 euros. Donc il se dit avant d'aller voir ma banque, il faut que je monte patte blanche. Donc il faut que je montre que mon entreprise est en capacité d'avoir ce surplus d'argent pour qu'ensuite elle me dise ah bah oui, c'est une évidence, je sais que tu peux me rembourser, donc je te permets d'emprunter. Et son fameux besoin en trésorerie, elle se rend compte qu'elle n'avait pas mis assez d'argent de côté, donc 10 000 euros supplémentaires seraient les bienvenus. Et bien tout ça, ça fait 50 000 euros de plus. Pour 50 000 euros de plus, quand on fait un taux de marge à 51%, l'ardoise est lourde. On passe à 328 000 euros de chiffre d'affaires. Autrement dit, 110 000 euros de plus que si on avait fait l'exercice trop simpliste de l'analyse de seuil de rentabilité qu'on avait établi en premier. La mise vous voyez que tout cela, ce sont des notions, sincèrement, que vous possédez, des informations que vous possédez. Comme je disais, le plus simple, souvent, c'est l'évaluation juste des charges fixes et des autres dépenses. C'est de la budgétisation, de quoi j'en ai besoin pour
comment je vais le dépenser, est-ce que je vends ou que je ne vends pas, etc. Donc ça, c'est des notions, vous pouvez les évaluer. Il faut juste prendre le temps d'être sûr de bien les avoir listées. Le taux de marge, souvent, ça demande un peu plus de réflexion. Mais qu'est-ce qui est vraiment variable dans mon activité? Est-ce qu'il n'y a pas des coûts qui sont cachés, des choses que je ne facture pas comme il faut? Donc, mon taux de marge, mon problème, ce n'est pas forcément mes charges fixes. Mon problème, c'est peut-être mon taux de marge. D'où l'intérêt de me comparer par rapport au secteur. Qu'est-ce qui se fait normalement? Est-ce que je suis dans la normalité ou pas? Si je ne suis pas dans la normalité, soit il faut que je change de typologie de client, soit il faut que je change en fait, de méthodologie de communication, soit peut-être en fait la valorisation de mon savoir-faire est insuffisamment en fait réalisée, soit en fait je suis trop gentille, il y a des choses que je ne facture pas alors que je devrais les facturer. Donc, pour récapituler, pour bien faire ce travail-là et se donner les bons objectifs, ce qu'il faut faire, c'est 1, identifier votre taux de marge. Et à côté de ça, vos charges fixes. Mais déjà de façon basique. Où est-ce que je peux trouver cette information? Deuxième étape, c'est d'identifier dans votre liste de toutes vos dépenses celles qui, a priori, étaient fixes. Et en fait, en y réfléchissant, non, elles sont variables. Donc, troisième étape, je m'amuse à corriger le montant des charges fixes et je m'amuse à recalculer le montant des charges variables. Donc, à recalculer mon taux de marge. Là, je pars sur de bonnes bases. Il ne me reste plus qu'à identifier toutes mes dépenses complémentaires et mes projets. Le but n'est pas toujours d'être à l'équilibre, le but, c'est de nourrir les projets d'entreprise, de se donner les moyens d'eux. Donc, on peut créer plusieurs scénarios de chiffre d'affaires. Et à ce moment-là, j'identifie tous mes besoins de dépenses complémentaires. J'ai tout ce qu'il me faut pour pouvoir réaliser mon calcul. Et vous avez votre première approche de vrais objectifs de chiffre d'affaires. Bien sûr, cette approche, elle est annuelle. Il ne vous reste plus ensuite qu'à la rendre opérationnelle. En fonction de la saisonnalité de votre activité, en fonction de, justement de la connaissance de la consommation client que vous avez, quel est le panier moyen habituel de mes clients, ou quelle est la fréquence d'achat de mes clients. Voilà. Le but, ensuite, c'est d'avoir des indicateurs commerciaux clés. Combien de clients il faut que je fasse par mois, par trimestre, par semaine, peu importe. Derrière ça, du coup, si dans 6 mois, il me faut, je ne sais pas moi, 200 000 € de chiffre d'affaires, ça veut dire combien de clients ou combien d'actions commerciales. Ce n'est peut-être pas des clients, c'est peut-être par exemple des présences sur salon. En général, un salon me rapporte 100 clients. Si je me rends compte que pour 200 000 €, il me faut à peu près 200 clients, eh ben, il me faut 2 salons. OK. Du coup, je mise sur quel salon, quel coût ça a. Du coup, pour être sur 2 salons, quand est-ce qu'il faut que je m'inscrive? Et quelles sont les actions préalables qu'il faut que je fasse? Ah, ben, c'est maintenant. C'est maintenant que j'ai les éléments opérationnels pour pouvoir, en fait, avoir mes 200 000 € dans 6 mois. Ça, c'est plus de la notion de connaissance de marché et d'aller stratégique par rapport, en fait, à votre méthodologie commerciale. Mais souvent, moi, je lutte contre l'idée qu'un prévisionnel ne veut rien dire. Parce qu'un prévisionnel, quand il est fait comme ça, je vous assure que vous êtes capable de l'opérationnaliser. C'est-à-dire que vous êtes capable de justifier le pourquoi de la génération de votre chiffre d'affaires. Et celui qui te dit, bah, mon prévisionnel, je l'ai fait, mais j'y crois pas trop, c'est qu'il n'est pas allé jusqu'à la bout de la démarche de l'opérationnalisation. Il n'y a rien de pire que d'avancer dans le flou. C'est-à-dire que toute l'année, vous êtes là comme ça, voilà, on avance, mais je suis aveugle. Je ne sais pas si ce que je fais, c'est bien, suffisant, insuffisant. Donc, je ne sais pas allouer mon énergie, rien que l'énergie du chef d'entreprise. Je me consacre à quoi? À qui? Dans quel volume? Et pourquoi? Et comment je m'auto-évalue? Si je n'ai pas tout ça, c'est hyper compliqué en fait de piloter. En fait, c'est comme si là, on donnait en fait une voiture à un enfant de 5 ans. Vas-y, go. Paf. Est-ce qu'il y a des questions? Non, il y a une personne qui fait. D'accord, on va. OK. Alors justement, pour les personnes qui sont à distance, on est bientôt arrivé en fait au terme de la présentation. Par la suite, en fait, je reprendrai plutôt l'accompagnement auprès des personnes en présentiel. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est comment piloter efficacement son entreprise. Ça, c'est des recommandations. Ça, c'est l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est mettre en place un outil tout simple pour surveiller ma rentabilité. Ça veut dire quoi? Chaque année, je budgétise. J'essaie de me dire, voilà, a priori, qu'est-ce que je vais consommer et qu'est-ce que j'aimerais consommer. Donc, je fais un budget pour toutes mes dépenses. Et je n'oublie rien. Le diable se cache dans les détails.
Deuxièmement, je vais, par la méthode de calcul qu'on a vu tout à l'heure, définir mes objectifs de chiffre d'affaires. Annuel, mensuel, quoi. Je les rends en fait déclinables dans quelque chose qui me parle. Si je n'ai pas une activité qui est mensuelle, je ne vais pas m'amuser à faire des choses mensuelles. Si j'ai une activité saisonnière, j'essaie de me rendre compte quels sont en fait en général les flux. Si je dois faire 90% de mon chiffre d'affaires en 2 mois, ben, j'identifie les 2 mois où je vais faire, les 90%, ça représente combien? Et je rétro-pédale pour me rendre compte quel est mon rétro-planning. Et ensuite, une fois que je me suis donné la peine de faire ça, sincèrement, ce travail-là, allez, une demi-journée, je vais m'amuser à suivre à intervalles réguliers les résultats. Parce que l'avoir fait et le mettre de côté, ça ne va pas vous aider à piloter. Et en permanence de savoir en quoi je réalise les objectifs que je m'étais fixés, parce que tout de suite, vous comprenez qu'est-ce qui fonctionne de façon opérationnelle et qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Ce mois-ci, je vais faire 10 000 € de chiffre d'affaires en allant voir en fait 15 prospects dans le but d'avoir 2 clients qui normalement devaient m'acheter ça. Ça ne s'est pas passé comme ça. Pourquoi? Je en fait remets peut-être en questionnement certaines méthodologies que j'ai en place et donc je mets de nouvelles directives pour que derrière, ben, cette atteinte du chiffre d'affaires, elle ne soit pas passée à l'as. Et donc, je vais surveiller mon chiffre d'affaires, mes dépenses, parce que ce n'est pas tout, hein, le chiffre d'affaires. Si à côté de ça, vous dépensez plus, forcément, l'objectif de chiffre d'affaires, il monte. Hein. Et bien sûr, votre taux de marge. Alors, ce fameux taux de marge, justement, on va en parler, parce que lui, c'est bien de la guerre. Autant les dépenses, vous pouvez les surveiller assez facilement. Je vois combien je dépense, et c'est moi qui suis à la maîtrise du chèque. Donc, je peux relever mon stylo si à un moment donné, je me rends compte que ce n'est pas possible. Par contre, la marge, c'est très important de pouvoir la surveiller. Vous avez compris que c'est ce qui vous reste une fois que vous avez vendu. D'accord? Ce qui veut dire que si à un moment donné, elle bouge, cette marge, c'est tout le château de cartes qui est ébranlé. Donc, il est hyper important de suivre la génération de ce taux de marge. Et ça, c'est limite au moins le mois. Donc, il faut faire de l'analyse. Analyse de chantier, analyse de prestations, analyse de contrat. Voilà. On n'a peut-être pas toujours le temps de le faire, mais on peut faire des extractions, c'est-à-dire, bah, tiens, j'envoie des éléments en fait, à mon comptable tous les mois. Ben, j'aimerais qu'il me sorte cette info et cette info, je fais la comparaison, c'est mon taux de marge. Il a bougé, il n'a pas bougé? Ou alors, j'ai le temps d'aller plus loin et je fais l'analyse, par exemple, de ma prestation. Je prends quelques prestations au hasard et je fais des contrôles. Est-ce que sur ces prestations-là, j'ai été rentable ou pas? Parce que s'il bouge, alors à la hausse, très bien. Très bien. Plutôt très, très bien. Ça veut dire que je suis en train de conquérir peut-être une nouvelle typologie de clients où j'arrive à mieux à me vendre, où la perception en fait, de la valeur ajoutée est meilleure, du coup, les gens sont moins en train de remettre en question mes prix. Tout ça, c'est très positif. Alors, le but, ce n'est pas qu'elle progresse en permanence. Le but, c'est au moins qu'elle reste stable. Très important. Si elle baisse, ne l'expliquez pas, même si c'est infinitésimal, le problème, c'est que vous ne vous l'expliquez pas. Une marge peut baisser si ça correspond à une stratégie volontaire. Je veux faire plus de quantité, mais sur un produit qui me rapporte moins. Ce qu'on appelle les produits vache à lait. Très bien, mais du coup, ma démarche est volontaire. Mais si je ne me l'explique pas, c'est là qu'il faut que je me pose de sérieuses questions. Et je peux avoir 3 zones d'explication. Ça peut venir de mes ventes. Est-ce que mes prix sont en baisse? Et je ne me rends pas compte. Pourquoi? Parce que, en fait, je fais des petits gestes à droite à gauche. Et puis, je ne les suis pas trop. Et puis, j'ai l'impression que derrière ça, je vais vendre mieux parce que j'ai une vision chiffre d'affaires et pas une vision rentabilité. Je peux aussi augmenter mes remises, mais de façon inconsciente. C'est-à-dire, oui, ce client, d'habitude, je faisais 3%, maintenant je passe à 5%. Et puis, je commence à systémiser cette démarche sans avoir une logique de gagnant-gagnant avec mon client qui va de pair. Donc, moi, j'ai l'impression d'être en succès commercial et finalement, je suis en train de me pénaliser sans avoir plus en quantité. Donc, il faut en fait que je m'interroge sur ma politique de remise. Ce n'est pas qu'il ne faut pas faire de remise, mais c'est en fait qu'il faut créer des critères, surtout si vous êtes plusieurs. Très important si vous êtes plusieurs. Et chacun va avoir sa méthode. Puis, tout le monde est persuadé de bien faire. Hein. Là, en termes de vente, on est super bon. On est tellement content d'avoir le client qu'on oublie comment on a fait pour l'avoir. Ou alors, ça reflète une modification profonde de l'activité. Je vends toujours en chiffre d'affaires, en volume de chiffre d'affaires, sauf que je ne vends plus tout à fait la même chose. Donc au final, je fais le même chiffre d'affaires, mais sur des produits qui sont peut-être moins rentables pour moi. Et donc, la rentabilité générale de mon entreprise chute. Et donc forcément, si derrière, je veux toujours courir ma charge de chiffre, il va falloir que je cravache beaucoup plus dur.
C'est ce que j'appelle à effort équivalent. Tous vos produits et services ne vous rapportent pas le même argent. Donc ça, c'est ce qui est par rapport à la politique de vente. Et après, ça peut venir de mes achats et de mes stocks. Alors là, quand je fais de l'accompagnement de chefs d'entreprise, là, je m'amuse. Là, il y a du boulot. Et là, il y a énormément de valeur ajoutée qui est cachée. Parce qu'on n'a pas le temps. Comme on n'a pas le temps, on ne suit pas ses prix, fournisseurs, on les accepte tels quels. On n'a pas le temps de contrôler ce qu'on reçoit, si c'est conforme, si la facture est bonne, si c'est bon par rapport au devis qu'on s'était donné, si tout a été livré, s'il n'y a pas des avoirs. Bref, il y a des réserves d'argent là-dedans qui sont incroyables. Et puis tout simplement, je me suis plantée et j'ai des choses qui ont été périssables, du coup, je n'ai pas pu les vendre. Donc, j'ai perdu des achats que j'ai faits mais que je n'ai même pas vendus, des pertes sur les stocks. Ou peut-être, ça c'est le troisième point, quand j'ai un process de production, mon process a changé, j'ai peut-être une nouvelle personne qui est arrivée qui est moins efficace, du coup qui se consomme plus, ou on a dû intégrer une machine pour fonctionner différemment, mais je ne l'ai pas réparti en fait dans mes prix. Bref, vous voyez, les explications de pourquoi la variation du taux de marge sont variables. Mais quand le taux de marge bouge, ce n'est pas une explication, c'est une nécessité d'aller rechercher l'explication en se posant les questions suivantes. Si vraiment vous voulez être en fait un chef d'entreprise averti, donc pour aller plus loin, on peut optimiser son énergie en allouant différemment ses ressources. C'est-à-dire, je peux déterminer la rentabilité générée par chacune de mes activités. Au lieu de voir l'entreprise en général, je prends mes grandes activités. Ça s'appelle mon portefeuille d'activités. Pour ceux qui s'y connaissent en fait en stratégie, on appelle ça la matrice du Boston Consulting Group, qui permet de voir quels sont mes produits vedettes, quels sont mes produits en fait poids mort, quels sont mes produits qui sont un dilemme, j'ai un problème sur ces produits-là, ils ont un potentiel mais je n'arrive pas à le développer, quels sont mes produits vache à lait. Ça en fait, ça permet de schématiser. C'est très parlant et ça permet tout de suite de se dire je crois que je vais arrêter sur ces clients-là, ça me rassure mais ça me rapporte rien. Et j'ose pas aller sur cela, alors que si je me consacrais différemment en temps et en argent, j'y arriverais. Ça permet vraiment en fait de prendre le recul. On peut identifier les activités justement porteuses, celles à développer, celles en fait à abandonner, et on peut réorienter ces ventes. Donc vous avez la plupart du temps que du temps à vendre, parce que le temps il est super précieux, mais parfois il n'est pas tout à fait bien alloué. Ce qui serait aussi intéressant, c'est de transcrire ces objectifs dans des indicateurs motivants et compréhensibles pour vous et pour ceux qui réalisent aussi l'activité. La plupart d'entre vous, vous êtes seuls, mais il y en a certains qui ont déjà des salariés, d'autres qui ont le projet d'en avoir. C'est pas tout que vous connaissiez les objectifs. Si vous dites à tout le monde pour faire 10 000 € de chiffre d'affaires, ça se trouve pour beaucoup c'est du chinois. Donc si vous le transcrivez dans les notions en fait, qui sont super opérationnelles, c'est tant de clients, c'est un café en plus lorsqu'on est au resto, c'est une vente complémentaire de tant d'argent en fait, lorsque en fait, on a un client qui achète un produit. C'est pour les personnes qui font de la prestation de services pour le jeune, c'est peut-être l'achat en fait, d'un produit complémentaire suite à la présence sur le site, quoi. Il peut y avoir tout un tas de choses. Mais quoi qu'il en soit, il faut décliner ça dans des choses très concrètes que vous pouvez suivre et qui ne sont pas subjectives. Donc voilà, j'ai différentes propositions par rapport à ça. Et puis bien sûr, prendre des décisions. Est-ce que j'embauche? Est-ce que j'investis? Et tout ça part de la notion qu'on a vue ensemble. Cette notion de chiffre d'affaires. Cette notion en fait de seuil de rentabilité. Donc j'ai deux propositions qui dépendent en fait si vous êtes des entreprises ou des futurs créateurs. Pour les entreprises, souvent, je propose plutôt des séances de coaching d'une demi-journée. Pourquoi? Parce que vous avez de nombreuses questions, très nombreuses questions. Donc là, on parle souvent de prendre le temps de voir où est-ce que vous en êtes. On fait l'état des lieux de l'entreprise. C'est un peu un 360 degrés un diagnostic santé, quoi, si vous voulez. Et puis, on essaye de vous faire comprendre comment ça fonctionne. Et demain, si je reçois de nouveau mon compte de résultat ou mon bilan, sur quoi je me concentre immédiatement? Qu'est-ce que j'en comprends? Quelle est mon interprétation? Et après, on construit l'outil, le fameux outil qui vous permet justement de vous fixer les objectifs, de réfléchir, de prendre les décisions et de faire du suivi d'activité. Ça, c'est pour les entreprises. Pour les créateurs d'entreprises, je fonctionne un peu différemment parce que les moyens ne sont pas les mêmes. Là, je fonctionne en fait en séance d'1h30. C'est aussi des séances de coaching, mais c'est en fait 1h30. Là, les objectifs sont un petit peu différemment. Puisqu'on a cette sorte de modèle économique. Tant que votre modèle économique n'est pas clair, ça ne sert à rien en fait, de faire un prévisionnel. Donc, je passe du temps en fait, à travailler avec vous ce fameux modèle économique et ensuite de créer l'outil de suivi. C'est plus qu'un prévisionnel, c'est vraiment l'outil de suivi qui vous permet de déterminer si oui ou non votre activité sera rentable.
Voilà. Donc, je vous invite maintenant en fait à internaliser tout ce qui vient de se dire. Et je vais procéder à un tour de table pour que chacun éventuellement me dise ce qu'il a retenu, ce qu'il a apprécié, ce qu'il n'a pas compris, et ce sur quoi en fait il aimerait que l'on revienne. Qui aimerait commencer? Moi, en tout cas, ce que j'ai compris, c'est qu'il faut être hyper précis sur le prévisionnel. Au départ. Oui. Et du coup, affiner notamment ces variables, toutes les variables, pour avoir un taux de marge le plus réel possible. Tout à fait. Après, à mon avis, c'est pas évident. Dans un prévisionnel, c'est pas évident. Non, justement. Tout à fait. C'est pas évident. Toutefois, tout ce que vous faites comme réflexion est toujours en fait gagné. Vous mettez en chemin. Vous allez l'affiner dans le temps. Mais il faut effectivement accéder à son degré d'imprécision, mais il faut toujours se mettre en quête de plus de précision, puisqu'on voit que justement, ça peut nous donner une fausse idée de l'objectif à atteindre et donc de se mettre en difficulté par la suite. Bon, après, ça peut s'ajuster, effectivement, mais le but du démarrage est quand même d'avoir une image la plus réelle possible. Tout à fait, oui. Votre banquier vous le demandera, vos investisseurs, vos partenaires, parce que j'imagine que vous allez avoir dans un projet tel que le vôtre, vous demanderont, et puis plus vous montrerez ces regards voilà, précis, plus vous rassurez. Et vous-même, vous rassurez, avant de aussi rassurer vos partenaires. Et après, effectivement, visualiser moi, j'ai cette notion en tant que directeur de structure, mais par contre, très honnêtement, c'est pas toujours faisable. On a la tête dans le bidon et il faut impérativement se trouver ce créneau. Mais franchement, quand on a la tête dans le bidon, c'est vraiment pas évident et on se voit très vite à 3 mois et sûrement, j'imagine aussi, 3 mois et mince, on n'a pas forcément regardé. Alors, le mieux est l'ennemi du bien. D'accord? Le mieux est l'ennemi du bien. C'est-à-dire, si déjà vous pouvez le faire à 3 mois, c'est mieux que de ne pas le faire du tout. Oui, oui, bien sûr, mais bon. Je suis d'accord que le temps, c'est l'ennemi du chiffre d'affaires. C'est l'ennemi même du chef d'entreprise. Parce que le chef d'entreprise va toujours en fait gérer les urgences. Et l'urgence n'est pas forcément celle qui est génératrice, qui est parfois génératrice en fait d'optimisation du temps. Donc c'est un combat permanent, j'en ai bien conscience. Je sais tout à fait quelle est la problématique. Maintenant, si vous êtes convaincu de l'utilité de cet exercice, vous trouverez du temps. Avec de l'expérience, j'en suis convaincue. Avec un bon outil de facturation aussi. Parce que ce temps n'est pas forcément très complexe si on a un outil qui nous permet en quelques clics d'avoir l'export des données essentielles. Oui. C'est vrai que ça vient de là aussi. Le système d'information mis en place. Très important. Et parfois, justement, quand on est en création d'entreprise, on peut se poser la question, j'investis ou j'investis pas? Non, c'est beaucoup d'argent, je vais aller à la débrouille. Très bien, on va aller à la débrouille, sauf que c'est consommateur de temps, ce temps dont on a cruellement besoin, et que parfois, justement, c'est intéressant de faire ces projections de chiffre d'affaires en disant, ben, si j'investis dans un bon outil de facturation, alors il en existe qui ne sont pas très chers, à quelques euros par mois, il y en a qui sont beaucoup plus solides, qu'on appelle des CRM, parce que derrière, il y a la gestion en fait, de relations clients, où on peut mettre plusieurs milliers d'euros, je suis d'accord. Il y a quand même des jalons intermédiaires, mais avec un bonus de facturation à quelques euros par mois, vous avez une gestion de ce qu'on appelle des bases articles, ce que j'ai vendu, combien j'en ai vendu, à qui j'ai vendu, boum. 3 indicateurs qui sont sortis en l'espace de 2 temps, 3 mouvements. Derrière ça, je compare avec mon prévisionnel. Ça, c'est du micro-temps. Et ce micro-temps, il peut vous donner une énergie énorme ou une capacité à réagir avant que le problème se pose. Merci. Merci à vous. Alors, j'ai trouvé ça très intéressant parce que je retrouve effectivement les difficultés que j'ai rencontrées l'an dernier, au bout d'1 an, quand j'ai voulu passer un seuil et qu'il a fallu embaucher quelqu'un. Pas de chance, c'est tombé pile poil au mois d'avril, en pleine période Covid. Donc, la personne déjà n'a rien produit sur n'a pas pu facturer quoi que ce soit
sur les 4-5 premiers mois. Donc, c'est le travail que j'avais fait personnellement qui a fait qu'on a eu un creux en trésorerie qui a été assez important. Là, je suis en train de finir, je facture de juin. Donc, je suis en train de finir mon année. Je sais que je vais encore avoir 40 000 € à rembourser sur les années à venir suite à ce changement d'échelle, même si je suis tout à fait rassuré parce que l'an prochain, j'ai déjà signé pour 360 000 € entre le 30 juin 2021 et 2022. Donc, je sais que ça passe. Par contre, je souhaite maintenant embaucher quelqu'un d'autre. Et bien sûr, il va falloir racheter une voiture de fonction, 20 000 €, il va falloir l'assurer. Si on a une personne de plus, ça va être 1 500 € de plus d'essence par an. Ça va être du temps de formation. etc. Le temps de formation où la personne va devoir s'adapter. Et de la présence de votre part, donc de l'absence de prospection, donc de l'impact, et donc un coût. Alors, j'ai pas de problème dans cette Oui. Là, j'ai le problème, je ne réponds plus aux appels d'offres parce que les clients viennent me voir directement. Enfin, depuis janvier, je ne réponds plus aux appels d'offres. Je ne réponds que lorsqu'on vient me voir, histoire d'assurer le suivi avec les clients, parce que sinon, je n'ai pas le temps de réaliser. Et par contre, là où je suis rassuré, c'est par rapport au suivi. Je fais un suivi de facturation une fois par semaine, et avec le prévisionnel à facturer, je le recale toutes les semaines et finement une fois par mois, pour être sûr de voir où on va. Et malgré ça, il y a les impératifs de la vie politique, parce qu'on est en marché public et nos actions sont très liées à la vie politique, qui font que parfois, entre le mois de mai et le mois d'octobre l'an dernier, j'ai quasiment plus rien facturé. Et donc maintenant, je me retrouve à devoir facturer des sommes importantes. Et ce que vous disiez, donner des objectifs qui soient pertinents aux salariés pour leur dire, voilà, il faut arriver à, alors, faut pas dire effectivement, il ne faut pas dire un chiffre parce que ça ne veut rien dire, mais il faut leur dire, tu devras rendre tant de rapports pour pouvoir, et ça, je viens de le réaliser à l'instant. Même en termes de management, c'est du management. Même en termes de management, c'est hyper important pour eux parce que vous leur donnez les outils de la réussite. Et par contre, je m'interroge, mon associé me dit, il faut que nous sortions chaque année 125 000 € par collaborateur pour avoir le seuil de rentabilité. Cette année, je vais être un peu au-dessus. Par contre, j'ai encore tout ce que j'ai dépensé l'an dernier. Je traîne toujours cette idée. Voilà. Oui. Donc, c'est très intéressant. Je m'ai déjà penché aussi finement sur Alors, pour répondre justement à votre situation, cette histoire de cette trésorerie. Pour compléter, parce que je connais la situation aussi, il y a plusieurs agences Créchin de conseil. Donc, ton associé va te parler de 125 000 € pour, par exemple, l'agence. Voilà. Après, c'est à affiner en fonction des agences aussi. C'est très intéressant. L'approche établissement par établissement. Vous avez vos coûts propres et vous avez effectivement en fait, des coûts qui sont probablement partagés. Donc, cette notion effectivement des charges fixes et de la budgétisation, il va falloir que vous la raisonniez aussi en fonction de ça. Sachant que, pour rebondir sur ce que vous disiez, vous avez en fait de l'argent que vous avez probablement avancé ou alors que vous avez emprunté par le biais du PGE, qu'il va falloir en fait à un moment donné rembourser. C'est-à-dire que dans les modalités, normalement, un salarié me doit tant, sauf que j'ai combien de temps maintenant pour rembourser cet argent qui traîne? J'ai 4 ans, 5 ans parce qu'il vient de moi, j'ai 1 an, 2 ans parce que je l'ai négocié avec la banque. Du coup, ça représente un remboursement d'emprunt de combien? Et si je le lis sur le nombre d'années où je sais devoir le rembourser absolument, quel est l'objectif complémentaire que ça me fait par an du fait de ce surcroît que je veux à un moment donné récupérer? Moi, en tant qu'associé, parce que j'ai peut-être apporté de l'argent, ou la banque, parce que naturellement, elle va me réclamer le remboursement. Ça revient à faire le seuil de rentabilité financière dont on parlait tout à l'heure. Il y a le seuil de rentabilité, effectivement, et il y a aussi combien on vend la prestation. Alors moi, je vends du temps, et je me suis rendu compte que augmenter de 50 € mes prestations, les clients
Exactement. Il n'y Alors- a aucun souci, ça ne leur pose aucun problème. Et moi, Ça change tout. ça change tout. Oui. Bien sûr, ça change tout. Alors ça, c'était une autre intervention qu'on avait faite l'année dernière, qui s'appelait en fait établir son prix de vente pour nous vendre. Et donc là, c'est l'analyse de coût de revient. L'analyse de coût de revient, c'est le prix minimum à laquelle il faut que je vende. Ce n'est pas le prix psychologique client. Et que là, il faut vraiment en plus faire un travail d'analyse de la valeur ajoutée pour dire le minimum en dessous duquel, en tout cas de relation, de négociation client, je ne dirais pas en dessous, parce qu'en plus, sinon je vais être à perte. Par contre, jusqu'à combien je peux vendre et à quel point, en fait, là, je vais réaliser de la valeur ajoutée. Si j'étais vous, par exemple, sur votre activité, je dirais 125 000, ok, vérifiez ce chiffre au vu, en fait, de votre propre analyse et mettez-vous un détail supplémentaire. Pourquoi? Parce que, on va dire que chaque année, votre activité va peut-être grandir, grossir, donc la nécessité d'intégrer quelqu'un. Cette intégration d'une personne peut être lissée, par exemple, sur 2 ans. Par exemple, tous les 2 ans, je pense qu'à un moment donné, il va falloir que je prenne une personne de plus, ou je sous-traite, ou peu importe. Mais je vais avoir cette problématique-là. Et on a vu qu'intégrer, c'est un coût. Et ça s'anticipe. Ça s'anticipe l'année précédant l'envie, et non pas l'année où, en fait, ça génère. Et aussi, j'ai une problématique en vue, c'est les augmentations de salaire des salariés, parce qu'il faut aussi, pour les motiver. Bien sûr. Mettre en place des systèmes de primes, mettre en place des systèmes d'intéressement sur le chiffre d'affaires, du coup, ça devient une charge variable, et du coup, comment je le prends? Ça, effectivement, ça s'évalue. Différents scénarios. Déjà, on a mis en place, ils sont intéressés, ils ont 30% des bénéfices, un tiers des bénéfices aux salariés. Pour l'instant, on n'en fait pas, mais sur les autres agences, c'est comme ça. C'est très motivant, mais il y a aussi le salaire. La retraite. Est-ce que vous avez mis en place un plan d'épargne entreprise? On a un plan d'épargne. D'accord. Le mode de calcul fait que vous êtes intéressé sur nous. Pour les autres. Moi, je suis très, très contente d'avoir suivi ce parcours. Ça me permet de rester dans le thème. Vos contacts, voilà. Les contacts sont juste après. Si vous voulez. Ils sont d'accord, excusez-moi. Voilà, je regrette beaucoup par toute mon expérience, c'est que les créateurs d'entreprises ne suivaient pas ce genre de formation avant de se lancer. Et en parallèle, malheureusement, auprès des chambres consulaires, il n'y a pas l'aide nécessaire aussi pointue pour y faire partie. Tout à fait. Alors, je partage votre regret. Alors après, en fait, le prévisionnel, c'est quelque chose qui fait peur. C'est le moment où on va voir si mon projet il est viable ou pas. J'ai peut-être pas envie de le savoir. J'ai envie de rêver, j'ai envie d'y aller, c'est pas grave, je vais quand même. On me dit une vérité que j'ai pas envie d'entendre. Donc, on a en fait cette catégorie-là de personnes. On a certains qui, par manque de connaissances, ne font pas de prévisionnel, et d'autres qui ne savent pas forcément comment s'y prendre. Donc, comme je ne sais pas, je ne donne pas de viabilité, de fiabilité à cet outil, donc je ne le fais pas. Et donc, mis bout à bout, voilà, ça aboutit à tous ces éléments. Alors, pour vous dire, parce que je sais qu'il y a quelques créateurs qui sont en fait plutôt en visio, moi, les accompagnements que je propose pour les créateurs sont finançables par le CPF. Donc, ça veut dire que, normalement, vous avez besoin absolument rien de débourser, et ce qui vous permet quand même d'avoir une avancée, en fait, dans la réflexion du prévisionnel, sans pour autant, en fait, mettre en jeu ces questions d'argent. Donc, ce n'est souvent pas une question d'argent, c'est plutôt une question de volonté. À quel point je veux connaître la vérité et me donner les vrais objectifs sur mon activité. Moi, j'ai été assez, c'est vrai que là où j'avais pas percuté, c'était la différence entre au niveau comptable et quand on fait nos objectifs, en fait, que ce que nous donne le plan comptable, c'est pas forcément. Et du coup, ça c'est assez déstabilisant et d'arriver à sortir les éléments d'une façon un peu différente pour calculer. Mais moi, j'ai appris plein de choses. Alors, je suis pas dans le même niveau que monsieur et tout, mais c'est vrai que je pense que ça m'a donné des outils pour affiner et pour l'avenir me positionner d'une façon différente. D'accord, très bien. Quand vous dites déstabiliser, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez compris ou déstabilisé parce que ce n'était pas quelque chose auquel vous aviez l'habitude?
j'ai été étonnée en fait que par exemple dans un plan comptable certaines dépenses ou certaines charges ou certaines ressources sont à un endroit et que je dois les considérer en fait d'une façon un petit peu différente pour calculer ma rentabilité, etc., etc. Voilà. Ok. Parce qu'on nous a appris ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est ça, et là voilà, il faut le regarder d'un autre œil Oui, pour regarder sur l'œil du gestionnaire. voilà, du gestionnaire, et voilà, cette différence entre comptabilité et gestion que j'avais pas tout à fait réalisée. Mais ce qui est très intéressant, c'est que la comptabilité, si typiquement chacun d'entre vous fait appel à un cabinet d'expertise comptable, il va nourrir en fait naturellement ces données. Donc régulièrement, vous pouvez dire, je veux savoir où est-ce que j'en suis de telle dépense. Il l'extrait, il vous le donne, et c'est vous qui le traitez comme vous voulez. Pour les personnes qui sont à distance, qui sont encore avec nous, Mélissa, Stéphanie et Isabelle, je vous laisse prendre la parole pour nous dire un petit peu ce que vous retenez de cet atelier et ce qui pour vous est clair, qui va permettre de rebondir, et ce qui peut-être en fait mérite encore d'être clarifié. Je commence. Donc, oui, allez-y. Allez-y, j'ai Isabelle. trouvé ça très très clair. Là, j'ai eu une petite confusion sur la marge, mais après, une fois que c'était bon, j'ai bien suivi, c'est clair. Je dirais juste que maintenant, c'est un peu panique à bord pour moi, pour toujours tout de suite. Et je me suis dit, là, j'espère que tout est bien au point. Voilà, parce que c'est à le retour. Et je vais vous appeler plus tard. Enfin, après cette séance, je pense que je vais passer un petit coup de fil. D'accord, très bien. Des informations plus sur vos autres activités, si vous en avez d'autres pour le suivi. Pardon, je n'ai pas entendu. Pour savoir si vous faites d'autres prestations que celles qui étaient sur les slides. Oui, d'accord. Ok, très bien. Voilà. Okay, merci beaucoup. Merci Isabelle. Stéphanie, peut-être, ou Mélissa, qui veut prendre la parole? Stéphanie, très bien. Oui, moi ce que je retiens, c'est que le taux de marge est très important pour savoir si l'entreprise est viable et puis s'il y a des changements à faire. Donc pour l'épicerie, je suis en plein dedans, donc là, il faut que je le calcule. Pour le côté photo, je me rends compte que en fait, je suis juste à l'équilibre et que je ne me paye toujours pas. Hein, mais c'est difficile de calculer un taux de marge sur une prestation de service. C'est parce que justement, un peu comme le même cas de, je ne me rappelle plus de son prénom, et même en fait le cas d'Isabelle, c'est que finalement sur certaines prestations de service, vous n'avez quasiment pas de taux de marge. Mais vous avez quand même un petit peu dans la photographie. Alors c'est le cas aussi de Virginie. On a du déplacement, on a quand même en fait du consommable par rapport en fait à son appareil productif, c'est-à-dire en fait son appareil photo. On peut avoir peut-être des coûts spécifiques par l'utilisation de logiciels. C'est à chaque fois en fait que j'utilise un logiciel de retouche, je paye à la prestation. J'en sais rien. Il faut imaginer tout ce qui est utilisé parce qu'à un moment donné, un client vous demande de travailler. De toute façon, tout à fait. Dans tous les cas, j'ai des charges fixes parce que je suis en studio, j'ai mon loyer, etc. Hein, oui. Donc, je me suis basée quand même sur mes charges fixes et variables pour savoir ce que je dois rentrer tous les mois. Mais il faut que je l'augmente, en fait. Il faut vraiment que j'augmente et que je recalcule. Et bien sûr, il y a le salaire, Stéphanie. N'oubliez surtout pas votre salaire, charges sociales comprises. Hein. Oui, charges sociales, oui. C'est l'erreur que l'on fait. Je veux ça en net et on oublie en fait que pour avoir ça en net, il faut en passer par la case charge sociale au préalable. Après, je suis en micro, donc il n'y a pas vraiment de salaire. Mais typiquement, voilà, votre charge variable en micro, c'est vos cotisations sociales. C'est ça. Donc, vous avez à peu près, si vous êtes je crois que c'est la 3e année d'activité, c'est ça? C'est ça. Ok, donc vous n'avez plus en fait les exonérations de charges sociales et donc vous êtes à peu près en fait à 22-23%. C'est ça. Déjà, votre marge, elle est au mieux à 78%. Au mieux. D'accord. Si derrière, en fait, on enlève d'autres éléments qui sont, par exemple, je ne sais pas, les déplacements kilométriques, à chaque fois qu'on fait un client, c'est genre, ah oui, mais ça dépend chez quel client je vais. Dites-vous, en général, je ne vais pas au-delà de 50 km au-delà de chez moi, ou peut-être 100 km, donc ça me fait du 200 km aller-retour. Du 200 km aller-retour, c'est quel coût? Donc, quand je vends tant, tout de suite, j'ai 22% qui me sont mangés pour les cotisations sociales, et ensuite, en fait, j'ai tant d'argent qui est pris par mes charges variables. Donc, mon taux de marge, votre taux de marge, vous, est inférieur à 78%. Il faut le calculer. Et du coup, quand vous mettrez vos charges fixes et votre salaire, eh bien, vous aurez votre chiffre d'affaires. Donc, derrière, vos objectifs clients. Tout à fait. Il n'y a plus qu'à remettre au boulot. C'est ça. On revoit sa copie. Très bien. Merci, Stéphanie. Et Mélissa? Je ne sais pas si Mélissa peut prendre la parole. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien.
Nous, du coup, vu qu'on est déjà lancé, c'est pas pareil que tout le monde. Enfin, c'est un peu plus différent. Mais après, donc pareil que les autres, il va falloir qu'on regarde le taux de marge, qu'on le calcule et qu'on voit du coup avec le comptable comment on peut faire pour améliorer les choses. Oui, Voilà. ok. Très bien. Merci beaucoup. Merci Mélissa. Et puis en dernier lieu, en fait, du coup, le groupement qualité, Laura Bello. Laura Bello. Est-ce que vous êtes encore avec nous, Laura? Alors, normalement, elle est encore avec vous, mais je pense qu'elle n'a pas de micro. Ah, pourtant tout à l'heure, elle a réussi à prendre la parole, donc peut-être qu'elle a eu un souci. Je crois qu'on n'a pas donné la parole tout à l'heure, on a oublié. Ah si, elle s'est présentée? Ah non, c'était pas elle? Oh, pardon. Non, c'était Mélissa qui s'est présentée. Elles sont toutes les deux du groupement. On est de la même entreprise, oui, oui. Ah, pardon. Oui, ok, donc c'est pour ça que j'ai fait l'assimilation entre les deux. Très bien. Bon, bah écoute, je ne sais pas si vous avez la possibilité, est-ce que Laura, vous pouvez nous faire en fait un petit état des lieux par chat pour nous dire si tout va bien et si voilà, il y a des notions en fait essentielles que vous avez intégrées. Et si pour tout le monde, en fait, si en tout cas pour les gens en fait, qui sont à distance, tout est bon pour vous, ben, je vous remercie en tout cas de votre participation. Je ne sais pas si vous voulez faire un mot de la fin. Non, je vous remercie d'avoir participé et je vous remercie aussi Isabelle pour cet atelier qui était très clair. Ce que j'aime bien avec Isabelle, c'est qu'elle ne fait pas de la comptabilité pure. Elle permet de mettre des mots simples sur la comptabilité. Voilà. Pour les personnes présentes, bah, si on a encore le temps, je ne sais pas quelle heure. Je oui, merci beaucoup. À bientôt, au revoir. Au revoir.